Merci Véronique. Merci, donc je suis Martial Afflin. En effet, je suis ingénieur-chercheur au CNRS et je travaille pour l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est un institut francilien qui s'intéresse aux sciences naturelles du climat. Voilà, donc je remercie Jean-Marc, Véronique, Michel pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de trois sujets. D'abord, on revient un petit peu sur le changement climatique et sa perception qu'on en a en région parisienne, de manière régionale, locale. Après, j'aborderai des événements récents. Tout le monde se souvient de l'année 2022 comme une année particulièrement chaude, notamment en été. Et donc, je ferai un petit focus sur l'effet rafraîchissant de la végétation et dans quelle urbaine et dans quelles conditions, en effet, ça se matérialise. Et je terminerai donc plutôt sur les aspects de projection climatique, avec notamment voilà, un événement qu'on retrouve dans les simulations, qui sont des vagues de chaleur qui pourraient atteindre 50 degrés à Paris. Donc voilà, ici on retrouve voilà, les éléments qu'on connaît, qui sont très décrits et dans la littérature et dans les communications courantes. Donc sur l'augmentation à l'échelle globale de la température du globe, et on fait, quand on parle de la température à l'échelle du globe, on fait référence à une période de référence qui est pré-industrielle, entre voilà, 1850 et 1900. Et donc, au niveau planétaire, on est aujourd'hui à environ 1,2 degré de réchauffement par rapport à cette période de référence. Ces réchauffements planétaires a des conséquences sur l'ensemble des compartiments du système climatique, l'air, l'océan, les surfaces continentales, la cryosphère. Et donc, dans les rapports du GIEC, les implications sont présentées avec des indices de confiance variés. Et notamment, par exemple, sur l'océan, on a de manière avérée donc l'aspect de montée du niveau des océans qui est plus rapide, beaucoup plus rapide que par le passé. Également un réchauffement de l'océan à l'échelle planétaire, et puis l'acidification qui est une problématique voilà, liée à la dissolution du CO2. Des aspects aussi qu'on voit qui peuvent être assez spectaculaires concernent plutôt la cryosphère, avec les reculs de glace de mer en Arctique notamment, ainsi que les glaciers. Donc c'est des choses qui se matérialisent et se visualisent assez concrètement. Si on descend maintenant à l'échelle nationale, en fait, on est Météo France établit voilà, tous les 30 ans des normales de température pour le territoire. Et on voit qu'au cours des 70 dernières années, cette normale a évolué voilà, en passant de 11,6 en température moyenne annuelle sur la période 1950-80 à aujourd'hui 12,9. C'est une augmentation au niveau national en moyenne par rapport à la période pré-industrielle de 1850 à 1900, de près de 2 degrés sur le territoire national, alors qu'on était plutôt à 1,2 degré. On est plutôt à 1,2 degré sur la même période au niveau mondial. Donc, voilà, au niveau national, c'est un réchauffement qui est plus rapide qu'au niveau global. Ce réchauffement, il se matérialise aussi différemment en fonction des saisons. Si on regarde les tendances depuis 1950, à gauche, vous avez pour la saison d'hiver et à droite la saison d'été, on voit que le réchauffement pendant la saison d'été donc, est plus rapide, avec environ 1 degré tous les 30 ans. On est à 0,37 par décennie.
Et voilà, la saison sur laquelle il y a le réchauffement le moins rapide est l'automne. Également, sur ces aspects de température, un aspect important, c'est le nombre de jours de gel dans l'année. Ici, mesuré station d'Orly en région parisienne depuis les années 50. Et donc, on a une réduction qui est très significative, hein, de plusieurs jours par an, de gel par décennie, avec voilà, des vagues de froid qui sont 2 à 3 fois moins probables aujourd'hui qu'au milieu du XXe siècle. Donc, cependant, le risque de gel persiste, notamment en période de croissance. Donc là, c'est également des paramètres sur lesquels il y a des évolutions très, très marquées. Sur les précipitations, qui sont bien sûr un facteur très, très important, vous observez donc que ce soit pour l'hiver à gauche ou l'été à droite, on ne voit pas réellement de tendance. Ce qui ressort principalement, c'est la très très forte variabilité interannuelle. Cependant, il y a une légère augmentation de ce qu'on appelle la saisonnalité des précipitations, des différences entre saisons. Donc, avec une voilà, petite augmentation sur les précipitations d'hiver et un déficit sur les précipitations d'été. Ce qui évolue de manière plus marquée, c'est les précipitations intenses. Ici, donc, pareil, hein, sur la même période, donc les précipitations intenses en Île-de-France, en millimètres, pour deux cumuls, le maximum annuel, donc cumulé sur une journée, en bleu foncé et en bleu plus clair sur 5 jours. Et sur ce paramètre-là, on voit une évolution de 10 à 20%, donc avec des épisodes pluvieux plus intenses. Voilà. Et à contrario, donc on a également un recul, une augmentation pardon, du nombre de jours sans précipitation, qui augmente 1,7 jours par décennie. Donc voilà un peu le paysage qu'on a, l'état finalement des évolutions sur les années passées qu'on observe au niveau national et régional. Donc maintenant, je vais faire un focus sur l'année 2022, puisqu'elle a été marquée par des épisodes de forte chaleur, en fait, tout au long de l'année, qui fait que, et vous avez sur cette figure, donc en noir, en courbe noire, c'est la normale, l'évolution voilà, diurne normale, donc, et la normale étant celle des 30 dernières années, de 90 à 2020. Et puis vous avez en couleur, donc, pour chaque jour, la situation par rapport à cette normale. Et donc ce qui est assez frappant sur cette année, c'est que finalement, en règle générale, on est soit au-dessus de la normale, soit en dessous de la normale. Et sur cette année-là, on est quasiment en permanence au-dessus de la normale. Donc on arrive à la fin de l'année avec un bilan d'une année record qui, au niveau de la métropole, se trouve à presque 3 degrés au-dessus de la normale. Et ça, c'est donc par rapport à la référence qui est ici 1900-1930. Donc, et vous avez sur cette, vous vous souvenez peut-être justement de l'été 2022 où on a eu des périodes de forte chaleur atteignant des situations caniculaires, commençant dès le mois de mai avec une période de canicule au mois de juin et ensuite également en juillet et en août, avec également une vague de chaleur tardive en septembre. En parallèle de ces événements de forte chaleur, on avait également des valeurs proches records de l'humidité des sols superficiels cette année. Donc on voit la courbe de 2022 ici qui est très très bas, très basse. Et donc on s'est intéressé aux aspects justement de la végétation en ville et de ses capacités à refroidir
rafraîchir localement la ville, notamment parce que face justement au changement climatique, les politiques d'adaptation des villes au changement climatique incluent l'introduction et l'utilisation des fonctions de la végétation pour rafraîchir. Donc on a voulu mieux caractériser les conditions dans lesquelles la végétation apporte un rafraîchissement en ville. Et donc pour faire ça, on a travaillé avec Météo France sur 2022 et 2023, déjà pour équiper la ville de Paris avec plus de mesures météorologiques en surface. On a donc dans différents quartiers de la ville, et on a réalisé des mesures du profil vertical de la température, de l'humidité, du vent, à partir de mini-sondes qu'on lâche sous ballon. Et donc on a documenté le rafraîchissement le soir dans les bois, dans les deux bois de Vincennes et Boulogne, ainsi que dans plusieurs parcs. Donc les bois font environ 900 hectares à Paris, les deux bois, et les grands parcs de la ville, une vingtaine d'hectares. Donc on a documenté ça sur quatre parcs, et on a également fait des mesures donc sur des zones plus minéralisées, comme le quartier de l'Opéra, par exemple. On a également installé sur la tour de l'université, de Sorbonne Université, un lidar qui est un instrument qui permet de mesurer le profil vertical du vent depuis la tour jusqu'à plusieurs kilomètres dans l'altitude pour bien comprendre les conditions de mélange dans l'atmosphère. Donc on s'est focalisé ici sur l'événement de canicule du mois de juillet 2022, et vous voyez ici en fait donc 8 jours consécutifs du 12 juillet au 19 juillet, et ce qu'on montre ici, c'est la température à peu près 1500 mètres d'altitude, et c'est ce qui nous donne un petit peu les conditions de la masse d'air qui vient contraindre un petit peu les conditions au niveau du sol. Et donc ce qu'on voit, ces situations de canicule, en fait, sont générées par une advection d'air chaud qui vient du Sahara, entre autres d'une région de source très chaude, et qui monte sous l'effet en fait, d'une dépression qui se met en place sur l'Atlantique au large du Portugal. Et donc on a ces bouffées d'air chaud en fait, qui remontent progressivement et qui donnent ces conditions de canicule. Donc on a voulu donc essayer de mieux quantifier justement l'impact de la végétation sur l'évolution de la température en ville. Et donc ce qu'on vous voyez en haut, c'est cette période chaude de juillet 2022. Vous avez en rouge la température qui est mesurée dans le quartier de l'Opéra, qui est le quartier minéral. En jaune ici, donc c'est la température mesurée dans le parc urbain, le parc Montsouris, et puis en vert, c'est la référence rurale. En bas, vous avez donc la même série temporelle, mais de la différence de température. Donc en vert ici, c'est la différence entre le centre minéral et la référence rurale. Et puis en orange, la différence entre le centre minéral et le parc. Donc pour voir justement ces différences de température. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur les périodes de journée, en fait, on a relativement peu de différence de température entre la ville, les parcs ou même les environnements urbains autour, et que toute la différence se met en place la nuit, au moment où les zones rurales et les zones végétalisées se refroidissent par rayonnement, leur perte de chaleur par rayonnement, l'environnement urbain qui a emmagasiné le rayonnement solaire dans ces matériaux, à ce moment-là, se rafraîchit beaucoup moins parce qu'il restitue une grande partie de cette chaleur emmagasinée à l'air. Et donc, ce qu'on note, c'est donc des différences de température entre le centre-ville et la référence rurale de plus de 8 degrés.
dans des conditions de forte canicule la nuit, et de presque plus de 4 degrés aussi entre les zones minérales et les parcs. Donc il y a quand même un effet très important de rafraîchissement de ces parcs la nuit. Cependant, si vous voyez sur cette période de plusieurs jours, ces différences de température sont assez variables d'un jour à l'autre. On a des jours où, en effet, on a des valeurs très très fortes, et puis on a d'autres jours où les effets rafraîchissants des parcs sont beaucoup plus faibles. Donc on a regardé ça, en fait, sur l'ensemble de l'été 2022. Et donc ce que je vous montre ici, c'est la différence de température entre le centre urbain et la référence rurale, donc qui va de 2 degrés pour les jours voilà, où cette différence est la plus faible, jusqu'à presque 10 degrés. Et ici, c'est la différence de température à l'intérieur de la ville, entre les zones minérales et le parc. Et la couleur ici, c'est une variable qui représente en fait le mélange vertical dans l'air qui est au-dessus de la ville. Est-ce que, et c'est un mélange, c'est ce qu'on appelle la turbulence, le mélange vertical turbulent, qui va, en cas de fort mélange, donc quand les valeurs sont fortes, on a tendance à avoir une moins d'hétérogénéité de la température, donc plus de brassage. Donc ce qu'on met en évidence ici, c'est qu'il y a 3 régimes différents de rafraîchissement, et notamment à l'intérieur de la ville. On a ce régime ici, où on a un très fort gradient de température entre la ville et la zone rurale, et en même temps, des très forts gradients de température à l'intérieur de la ville, entre les zones minérales et les zones végétalisées. Et ces situations se produisent quand on a un très faible mélange vertical. À l'opposé, on a des conditions où les gradients de température entre la ville et la campagne et à l'intérieur de la ville sont très faibles. On est à 1 ou 2 degrés maximum. Quelle est l'implication de ça? C'est que dans ce régime où il y a très peu de mélange vertical, ici vous voyez l'évolution de la température sur 24 heures, entre midi et midi, avec la minuit ici. Et la température, on montre la température en référence à la température maximale du jour qui se produit vers 16 heures. Donc on voit l'évolution de la température dans le milieu urbain, minéral, et un bien plus fort refroidissement et dans le parc urbain et dans la zone rurale. Et dès qu'en fait le mélange vertical de l'atmosphère augmente dans ce deuxième régime, ben on voit que les gradients de température entre la ville et le parc diminuent fortement. Les conséquences de ça, c'est que dans ces conditions ici de très faible mélange vertical, qui sont des conditions souvent associées aux canicules, ben le rafraîchissement, il se produit dans le parc, au sein du parc, au sein des zones végétalisées, et les quartiers alentours ne profitent pas de ce rafraîchissement. Alors que quand on est dans un régime avec plus de mélange, il y a moins de gradients entre la ville et les zones végétalisées. Je continue sur l'aspect de projection climatique en France, et je ferai un focus sur les caractéristiques justement des vagues de chaleur très fortes qui pourront se produire dans le futur. Donc ici, on montre les températures moyennes en été qui sont obtenues à partir d'une simulation de projection climatique faite à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous avez 4 courbes. Donc en bleu, c'est la référence. Disons que si on avait un climat dans lequel il n'y avait pas d'activité humaine, pas d'émissions anthropiques de CO2. Et donc on n'a pas d'évolution notable des températures d'été sur la France. Avec le scénario
Ensuite, on a plusieurs scénarios avec l'activité humaine, donc en rouge jusqu'à aujourd'hui, et puis les projections, deux projections futures. Et les projections futures s'appuient sur des scénarios d'émissions, hein, de gaz à effet de serre, donc qui sont voilà, plus ou moins avec un scénario où on a une action politique forte de réduction des émissions, et puis un autre où il n'y a pas de il n'y a pas de politique de réduction. Et donc, dans un cas, on peut rester à des températures voilà, moyennes d'été inférieures à 22 degrés, alors que dans l'autre cas, on peut monter jusqu'à 24, 26 degrés. Donc, c'est là où l'aspect d'atténuation est très importante et donc est lié aux émissions. Et si on si on regarde un petit peu les émissions justement de CO2 au niveau mondial et les différents scénarios, vous avez en fait ici les émissions de CO2 historiques sur les 170 dernières années. Voilà, on a émis sur 170 ans à peu près 2500 gigatonnes de CO2. C'est une dizaine de gigatonnes par an à peu près. Et puis, en moyenne, donc bon, plutôt quand même sur les dernières décennies. Et puis, dans le futur, donc si on regarde au-delà d'aujourd'hui, si on veut rester en dessous de 1,5 degré, en gros, il ne faut pas qu'on émette plus de 500 gigatonnes dans le système, sachant qu'au niveau planétaire, on émet entre 40 et 50 gigatonnes par an. Donc ça, c'est un réservoir de 10 ans. Si on veut rester en dessous des 2 degrés, hein, on est sur voilà, une possibilité d'émission qui est inférieure à 1000 gigatonnes au total. Donc, c'est moins de 20 ans d'émission. Donc, c'est vraiment le levier sur lequel il faut jouer collectivement au niveau si on veut rester dans ces limites. Et néanmoins, la France se prépare justement à une trajectoire de réchauffement parce que justement atteindre cette réduction d'émissions au niveau planétaire semble quelque chose qui n'est pas tout à fait acquis. Si je peux me permettre. Et donc ce scénario, le niveau de réchauffement qui est choisi pour la préparation à l'adaptation, il est de 4 degrés au niveau national, ce qui correspond à des situations d'augmentation au niveau mondial de 3 degrés. Et donc, quelles sont les conséquences de ces scénarios? Donc, dans ces situations, le réchauffement, comme on l'a vu précédemment, il est plus marqué l'été que l'hiver. Au niveau pluviométrie, on est sur une augmentation, mais principalement en hiver, mais avec une diminution de la pluviométrie en été. Globalement, comme par le passé, on a une augmentation de l'évapotranspiration toute l'année, associée à l'augmentation de la température, et puis une forte variabilité, une augmentation de la variabilité interannuelle. Donc, notamment, cette augmentation de température, ça se matérialise par des nuits très très chaudes, qu'on appelle tropicales, avec des températures supérieures à 25 degrés la nuit, qui sont beaucoup plus fréquentes, 3 à 4 fois plus fréquentes. Également, bien sûr, l'augmentation des vagues de chaleur. Donc, en fait, les situations qu'on rencontre, qu'on considère un peu comme extrêmes, deviennent finalement la norme tous les étés. Il y a les vagues de froid et de gel qui sont en recul. Et surtout, au niveau des précipitations, à nouveau, c'est plus des précipitations
extrêmes. À chaque fois qu'il y a un événement de précipitation, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, on a plus des événements plus importants. Également des sécheresses en alternance à ces événements plus intenses. Et surtout, c'est la combinaison en fait d'événements qui peuvent être problématiques avec en effet des aspects de sécheresse combinés à des fortes chaleurs qui génèrent, on l'a vu sur les étés précédents, voilà, des conditions qui sont favorables à l'émergence de feux importants, une végétation qui est en situation de prendre feu plus facilement. Et donc, la mairie de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés et les conséquences et comment se préparer. Et nous, de notre côté, à l'IPSL, on a voulu regarder justement quelles seraient les caractéristiques précises de ces vagues de chaleur. Et notamment pour voir quelles étaient leurs probabilités. Est-ce qu'elles sont possibles au cours du XXIe siècle? Et oui, en fait, quand on regarde les projections climatiques, des milliers de runs de modèles, on voit des événements avec des températures qui atteignent 50 degrés au maximum à Paris. En conditions de climat actuel, même jusqu'à un réchauffement de 2 degrés, bon, les probabilités est très faible d'avoir ce type d'événement. Cependant, dans un climat à réchauffement à 3 degrés, ces événements apparaissent dans les projections climatiques. Donc, et la caractéristique, disons, de ces pics de chaleur à 50 degrés, c'est que ces pics de chaleur vont apparaître au sein de périodes très chaudes, atteignant 40 degrés, et ce sur plusieurs semaines, et à une échelle assez large au niveau du continent européen. Et donc, et ça pendant les périodes d'été, bien sûr. Et ici, donc, je vous montre un exemple d'un scénario issu d'une simulation. Donc, on est en termes de scénario d'émissions, on est sur des émissions non atténuées, mais pas non plus les scénarios d'émissions avec les émissions actuelles. Donc, il y a quand même une atténuation des émissions, mais on est au niveau du globe. Donc, cette canicule se produit en 2078. Et au niveau global, on est à 3,3 degrés d'augmentation de température. Donc, ce qu'on voit, c'est la courbe en noir. Ce qu'on voit, donc, c'est ces caractéristiques. Donc, ça, c'est sur les 3 mois d'été, juin, août. Donc, on voit donc ici cette période de canicule. Alors, il y a avec un petit rafraîchissement au milieu, mais où on atteint. Donc, alors dans le modèle, on cherchait des températures à 48 degrés. Que le modèle ne représente pas nécessairement très bien les environnements urbains. Donc on sait que la température dans l'environnement urbain par rapport à ce qui est modélisé sera au moins de 2 degrés au-dessus. Donc c'est pour ça qu'ici on a mis un seuil à 48 degrés. Voilà. Et vous voyez que la période où on est à plus que 35 et 40 degrés de température maximale en journée se produit sur plusieurs semaines. Et donc, on a mis en comparaison donc, la situation de l'été 2022 et de 2003, voilà, où on avait donc également des événements de canicule, mais avec des valeurs maximales bien inférieures à ces simulations de 2078. Donc, probablement des conditions très compliquées pour les humains et pour la végétation en environnement urbain et en dehors. Donc voilà, j'en arrive à mes conclusions. Donc en effet, déjà aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments voilà, qui traduisent les effets du changement climatique à l'échelle globale, mais à l'échelle locale également. La végétation en ville peut apporter justement des conditions de rafraîchissement et notamment assez efficacement de rafraîchissement nocturne. Cependant, dans des conditions de canicule où
l'air est extrêmement stable au-dessus de la ville, avec très peu de mélange vertical turbulent. L'effet rafraîchissant est contenu au sein des espaces végétalisés, ne se diffuse pas sur le reste de la ville. Et puis, donc, dans les projections climatiques, on a en effet des vagues de chaleur plus longues, avec la possibilité d'atteindre, dans un climat à 3 degrés, des canicules atteignant 50 degrés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marcel Eflin. Vous nous avez rafraîchi avec toutes ces annonces climatiques, si je peux dire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que s'il faut continuer à lutter contre la production de gaz à effet de serre, il faut aussi accélérer sur les politiques d'adaptation. Et les politiques d'adaptation, c'est justement le cœur de notre journée. Alors, comme on est encore dans les temps par rapport au timing prévu, il nous reste un petit peu de temps pour questionner Martial sur ces questions climatiques. J'ai une question qui vient d'en haut de la salle. Donc, si vous voulez vous présenter, c'est gentil. Bonjour, je suis Mickaël Fayot, dirigeant d'Urbasens. J'ai été marqué par le graphe que vous venez de montrer, je pense à peu près comme toute la salle, et il m'a semblé noter assez rapidement, je ne sais pas si on peut revenir sur le graphe, mais quelque chose comme 4 semaines continues de température à plus de 40 degrés. Est-ce que dans vos études ou en marge de vos études, vous avez des informations sur l'impact de ce type de modèle sur la ressource en eau? Voilà, c'est peut-être pas forcément pour rassurer plus, mais voilà, est-ce que en marge, et j'ai dans un coin de ma tête des phrases qu'on entend où les scientifiques ont une tendance parfois à limiter le contenu de leurs propos. Voilà, est-ce que c'est un peu ma deuxième question, c'est est-ce qu'à titre personnel, parfois vous vous sentez obligé de filtrer pour pas être trop anxiogène justement un certain nombre de vos trouvailles? Merci. Oui, il y a plusieurs. Vous avez deux questions. Alors, j'ai pas des éléments précis sur les conditions de ressources en eau. Là, notamment, qui seraient nécessaires pour essayer de continuer à faire fonctionner la végétation en environnement urbain, mais c'est un domaine qu'on veut justement étudier maintenant pour avoir des éléments plus précis sur les ressources en eau qui seront nécessaires pour faire fonctionner la végétation dans ces conditions. Est-ce que c'est possible, simplement, et à disons, quel compromis sur éventuellement d'autres usages de l'eau. Alors oui, c'est vrai qu'être chercheur sur le changement climatique, en effet, tout le monde chez nous, aujourd'hui, considère que c'est quand même un domaine de recherche qui est un petit peu anxiogène. Donc on travaille justement sur essayer d'avoir des messages qui sont dans lesquels il y a un petit peu d'optimisme et pour engager également, on voit au sein de notre travail, on sent une responsabilité d'essayer d'engager la société en communiquant sur justement sur les évolutions avérées, les projections, la solidité de ces projections, les incertitudes également qu'on a là-dessus. Mais donc il y a en effet, ce qui est très important, c'est que donc il faut en effet accélérer l'adaptation, se préparer à s'adapter, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas faire que de l'adaptation, parce que certaines adaptations, on le sait, auront des effets aussi négatifs sur le climat, avec plus d'émissions, des adaptations qui sont énergivores, par exemple. Donc, donc c'est bien sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut le plus travailler. Et là, c'est un sujet complexe parce que c'est politique, c'est économique, mais c'est aussi à l'échelle individuelle. Donc,
il y a quand même, on est quand même maître en partie de son destin. Quand on regarde les émissions de CO2 au niveau régional, aujourd'hui dans la vie, il y a quand même une partie importante qui est associée au trafic aérien, par exemple. Alors pas au niveau mondial, mais au niveau régional, il y a une partie très significative qui est associée au trafic aérien. Le trafic aérien des personnes, le trafic aérien de tout le fret et tout ça. Et là, chacun est un petit peu maître de son destin, parce que chacun y contribue. Donc voilà, ça c'est un petit peu en dehors de ma présentation. Mais Michel Leborgne, juste une question, parce on parle beaucoup de l'évolution des courants marins en Atlantique qui pourrait inverser la tendance. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet par rapport justement au moindre réchauffement éventuellement, carrément au refroidissement? Oui, alors il y a le Gulf Stream qui peut être ralenti à travers en fait une arrivée d'eau douce liée à la fonte des glaces. Donc ça peut avoir un effet au niveau régional, disons de l'Europe par exemple, mais ça n'a pas d'effet au niveau mondial. Voilà. Après, il y a donc en effet, il peut y avoir une modification du Gulf Stream. Donc au niveau océanique, mais après au niveau atmosphérique, ce qu'on observe aussi, c'est que comme il y a des gradients nord-sud qui sont atténués, avec un réchauffement climatique qui est plus fort dans les zones polaires, ça a tendance à réduire l'intensité des flux zonaux au niveau de l'atmosphère. Il va avoir tendance, au niveau météorologique, à favoriser des situations de stabilité, donc anticycloniques par exemple, qui se mettent en place et qui ne sont pas, disons, perturbées par un flux à cause d'une atténuation du jet stream, pour le coup. Voilà. Et donc, ça peut favoriser justement ces périodes de sécheresse prolongée l'été. Donc voilà, c'est une machine climatique complexe. Et aujourd'hui, voilà, du coup, pour que cette machine continue à fonctionner dans des conditions qui sont voilà, gérables, c'est vraiment sur les émissions qu'il faut jouer. En parallèle, il faut aussi travailler sur l'adaptation, puisque on n'a pas aujourd'hui des signaux très clairs sur ces réductions d'émissions. Alors, y a-t-il d'autres questions en haut alors ici, et puis en haut de la salle. Bonjour à tous, Nicolas Leroy. J'avais une petite question, moi, sur l'augmentation des températures. C'est aligné avec les variations saisonnières de pluie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une situation ou un scénario où on se retrouverait avec des saisons d'été chaudes et humides à la fois, avec des phénomènes orageux, des pluies violentes ou des épisodes plus violents de pluie importantes. Si. Et pas systématiquement l'hiver. Alors oui, en fait, avec des températures plus chaudes, on a en effet les précipitations qui deviennent aussi, on le voit hein, dans les évolutions, les précipitations deviennent plus intenses. On n'a pas forcément un cumul de précipitations sur l'année qui augmente de manière très... Oups. Ça va. Donc on n'a pas un cumul de précipitations annuelles qui augmente de manière notable. Cependant, les événements précipitants sont plus intenses, plus forts, donc des orages plus violents. Voilà. Ce qui rend la gestion de l'eau plus compliquée aussi. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, Une dernière question. Allô, allô. Ouais. Pierre-Alexandre Risser, jardinier paysagiste. On parle de biodiversité, on parle de précipitation, de dérèglement climatique, mais jusqu'à ce maintenant, on n'a pas parlé du sol. Le sol, c'est 75% de la biodiversité. Si on veut que ça aille bien dessus, il faut s'occuper de ce qu'il y a dessous. Et les solutions, pour moi, elles sont dans le sol. C'est-à-dire que le sol, aujourd'hui, l'équation de la désertification a été écrite en 2015 par les scientifiques. C'est quoi? C'est un sol nu avec du soleil qui tape dessus, les UV mêlés
à l'oxygène et au fer provoque des oxydants qui font fondre la matière organique et balancent le CO2 dans le sol, dans l'air. Le CO2, les gaz à effet de serre, bien sûr que c'est inquiétant, mais s'il y a de la végétation, ce n'est pas un problème, elle va les manger. Et que si on veut avoir de l'eau l'été, il faut que les sols fassent la plante est la solution au dérèglement climatique. Et si les sols sont couverts de végétation l'été, les sols sont humides, ils vont faire comme la forêt. Hein. La forêt, c'est l'exemple à suivre. Donc ça veut dire que les cultures sèches en été, les sols nus en été, c'est la catastrophe. S'il n'y a pas d'eau en été, c'est parce qu'on est sur des cultures sèches. Ça, c'est pour l'agriculture. Ensuite, pour les villes, c'est tout ce qui est les sols qui sont imperméabilisés. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment travailler par le sol. C'est le sol qui apportera la solution. Si on s'occupe correctement de nos sols, le CO2, avec la théorie du capteur 1000, les effets de CO2 ne sont plus le problème. Donc voilà, c'est là-dessus que je voudrais un peu insister, qu'on travaille vraiment sur, qu'on prenne bien en compte cette notion de sol. Merci. Oui. Merci pour votre remarque. Oui. Tout à fait d'accord. Si vous avez quelque chose, on y reviendra cet après-midi, notamment avec Samuel Bonvoisin, qui nous parlera justement des systèmes régénératifs et qui porte justement sur l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est produite par la végétation et qui peut influencer aussi ces systèmes. Je vous propose donc, merci encore Martial.